Bon, chers amis, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Le collectif des discriminés de Renault que je représente, ou dont je suis le porte-voix, se réjouit que le président Macron et son gouvernement ont finalement reconnu l'existence des pratiques discriminatoires dans l'entreprise, dans mon entreprise, qui est la société Renault. Cette discrimination, nous n'avons eu de cesse de la dénoncer depuis une trentaine d'années, avant même que des procédures judiciaires soient engagées. Les premières actions devant les tribunaux ont débuté dans les années 2005, avec des fortunes diverses. Au départ, on était des centaines de milliers à vouloir porter plainte contre Renault pour discrimination raciale. Pendant le parcours du processus, on a fini par réaliser que, compte tenu des discriminations financières surtout que nous subissions, plusieurs d'entre nous n'étaient pas à même d'aller jusqu'au bout de la procédure. Ils nous ont abandonnés pendant le parcours. Et finalement, il s'est retrouvé un noyau dur d'une dizaine de personnes. On a intenté des actions en justice, on a porté l'affaire devant le Conseil de prud'homme de Boulogne. Et en fin de compte, il y a eu 3 personnes qui ont gagné leur procès. Daniel Cotor et Lucien Breller qui est là. Ils ont gagné en appel devant la cour d'appel de Versailles. La 3e personne, c'est un cadre qui a gagné son procès aussi en 2009 et confirmé par la Cour de cassation en 2010. Et ça, c'est toujours pour la discrimination raciale. La 4e personne, c'est-à-dire moi, j'ai gagné au prud'homme en départage. L'entreprise a été condamnée à me payer 120 000 € pour une exécution loyale du contrat de travail. Finalement, j'ai été débouté en appel. J'ai formé un pourvoi en cassation que j'ai perdu aussi. Et donc, je me suis finalement retrouvé, non pas devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on voulait aller vite. On a saisi le comité de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Moi, j'ai saisi ce comité en 2012. Le comité a rendu sa décision en mai 2016. Cette décision, nous avons essayé de la diffuser et on n'a pas trouvé de relais nécessaires pour faire la diffusion. Finalement, les 2 autres personnes qui étaient derrière, c'est-à-dire Daniel Cotor et Lucien Breller qui est là, Renault a refusé d'exécuter intégralement la décision. Ils se sont retrouvés engagés dans une longue procédure qui, finalement, les a conduits devant la Cour de cassation et ils ont essuyé la même sanction que moi, c'est-à-dire le pourvoi non admis. Ils ont saisi, il y a 1 an, le Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a jugé leur plainte recevable. De sorte que nous nous retrouvions pratiquement 3 personnes devant le Comité de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Alors, si on voit à travers la motivation de la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU, cette décision est ici avec la jurisprudence et tout. On a un certain nombre de documents qu'on pourrait vous remettre à la fin
pour des personnes qui souhaiteraient en disposer. Et donc, devant le comité des droits de l'homme de l'ONU, l'ONU a dit ceci, que dans mon cas précis, il y a eu un déni de justice des juridictions nationales et une violation du droit à un procès équitable. Donc c'est l'article 2 et 6 de la Convention. Sur la base de ce jugement qui a été rendu, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies nous donne l'autorisation de réclamer préjudice ou réparation à l'État français. Parce que devant l'ONU, l'État français étant souverain sur son territoire, c'est l'État qui est parti à la procédure, pas Renault. Alors, nous avons, ou j'ai, avec mon avocat, adressé un courrier à Renault pour demander à Renault, puisqu'on a notifié la décision officiellement à la Cour d'appel de Paris et à la Cour d'appel de Versailles, puisqu'il y a un processus qui était engagé pour l'annulation de la décision qui avait été rendue par la Cour d'appel de Paris et qui m'a débouté, parce qu'il y a eu une escroquerie au jugement. Renault a noirci des photos de cadres blancs pour les faire passer pour des cadres noirs. Donc, le tribunal, la Cour d'appel de Paris, s'est basé sur cet élément-là pour me débouter. Et donc, j'ai réalisé quelques années plus tard que ces personnes n'étaient pas de race, non, n'étaient pas des noirs, mais des blancs, puisqu'on ne parle plus de race. Et j'ai porté plainte. Mais comme l'ONU m'a donné raison sur toute la procédure, c'est-à-dire jusqu'en 2018, où la décision a été rendue publique, donc, on s'est retiré, comme il y a une procédure en cours, donc devant la Cour d'appel de Versailles et devant la Cour d'appel de Paris, on a informé Renault que la procédure, on se retirait. Donc, si on pouvait se mettre autour de la table pour trouver une solution. Renault n'a pas totalement souhaité aller dans cette démarche en multipliant les manœuvres dilatoires. La première réaction de Renault, ça a été de dire « mais nous, on n'est pas parti à la procédure ». C'est l'État qui est parti à la procédure et qui représente Renault. Et donc Renault n'a pas à être parti à la procédure. Ça, c'est la première faute, la première inexactitude. Deuxième inexactitude, Renault dit que l'ONU ne l'a jamais accusé de discrimination raciale. Mais dans ces conditions, il met en cause le comité même, parce que la procédure de recevabilité devant le comité de l'ONU des droits de l'homme, c'est qu'il faut qu'il y ait des éléments constitutifs de discrimination raciale. Sinon, le comité n'est pas compétent. Donc le fait qu'il y a eu toute une procédure de recevabilité qui nous a opposés à l'État français, et cette procédure a duré pratiquement 3 ans. Donc ça signifie que ça a été long et que tout a été vérifié. Puisque vous verrez sur le jugement, il y a des juges ou des représentants des principaux pays occidentaux, notamment un juge américain, un juge anglais, un juge chinois, un juge russe. Donc autant de magistrats de haut niveau ne peuvent pas se tromper. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'ai essayé de tendre la main, j'ai insisté. Étant moi-même catholique, je suis allé jusqu'à Rome demander le soutien du Saint-Père. Donc j'ai fait quand même pas mal de démarches. Malheureusement, Renault n'a pas accepté ou saisi la main tendue. Aujourd'hui, on découvre, à notre grande surprise, que l'État actionnaire, qui est lui-même
l'actionnaire de référence de Renault, et qui est parti à la procédure, qui aurait dû, puisqu'il fait partie de la procédure, dès mai 2016, faire injonction à Renault de régler le problème. Dans le cas contraire, si Renault ne réglait pas le problème, il appartenait à l'État de se substituer à Renault et de se retourner ensuite contre Renault. Nous avons échangé avec le Comité des droits de l'homme de l'ONU. La dernière note que j'ai reçue du Comité des droits de l'homme date de quelques mois. Et tous les courriers que j'ai pu échanger avec Renault, je les ai communiqués au Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui est d'ailleurs très surpris du raisonnement juridique de Renault. Parce que tantôt, on confond les avis, on confond les recommandations. Or là, c'est une décision qu'on appelle opinion et qui fait jurisprudence, puisque dans le jugement, j'ai photocopié sur le site de l'ONU le mot jurisprudence. Donc quand c'est jurisprudence, c'est émis par des juristes, mais comme on s'adresse à des États, on ne peut pas exercer de contraintes contre des États. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu une force de contrainte. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et puis Renault n'a pas la possibilité de contester cette décision de l'ONU qui est insusceptible d'appel. Et la France ayant signé et ratifié la Convention des droits de l'homme de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la France a l'obligation d'appliquer ces textes. Voilà où on se trouve. Donc nous, à partir du moment où les choses se compliquent, parce que jusque-là, Renault continue à nier la discrimination en tant que telle, et essaye d'une certaine manière de dire, écoutez, oublions la discrimination raciale, recusez la décision concernant la discrimination raciale. Et à partir de là, on pourrait éventuellement s'arranger. Moi, je dis non. On a une décision. Nous sommes des gens sérieux. On ne court pas après l'argent. Donc cette décision, elle doit s'appliquer dans sa rigueur. Et on ira jusqu'au bout. J'ai écrit au président du conseil d'administration, j'ai sa lettre ici. Il m'a répondu en me disant simplement que le dossier a été transmis à la direction des ressources humaines. Donc, il incombe désormais à la direction des ressources humaines de régler le problème. Or, les personnes qui nous discriminent, on dit l'entreprise, parce que c'est l'entreprise en tant que telle. Mais ces personnes-là, ce sont des actes individuels, des personnes qui se retrouvent à la direction des ressources humaines de l'entreprise. Et on ne peut pas en même temps leur demander de régler un problème que eux, ils nient la réalité. J'ai même le communiqué de presse de Renault. Au moment où j'ai été débouté devant la cour d'appel de Paris, Renault se glorifiait. Et aujourd'hui, on attend que Renault publie un communiqué pour dire que voilà, moi j'attendais qu'il a été sanctionné par une décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et là, on n'en parle pas. On cherche plutôt à étouffer. Et personne ne dit rien parce qu'on estime qu'au fil du temps, tout va s'estomper, ça va se diluer, puisque la presse ne reprend pas. Et puis les associations de défense des droits de l'homme non plus ne sont dans le coup, sauf SOS Racisme qui nous a soutenus, qui m'a soutenu et qui a répondu. Qui a répondu à la lettre qu'on lui a adressée en nous donnant des conseils, même si on ne partage pas son avis. Et aujourd'hui, avec la reconnaissance officielle par l'État français de l'existence des pratiques discriminatoires chez Renault, nous ne sommes pas surpris. Il s'est rallié à ce que tout le monde savait déjà et ce que nous savions aussi déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Renault a publié plusieurs rapports en interne, des études qui ont été réalisées. La première étude qui est faite avec le CNRS, qui confirme l'existence des pratiques racistes dans l'entreprise, où il est écrit dans la conclusion que les Noirs sont des facteurs de tension dans l'entreprise et qu'il ne faut pas les embaucher.
C'est écrit noir sur blanc dans le document. La deuxième étude qui est plus récente, qui date des années 2012 et qui est faite par le cabinet Vigéo, confirme aussi l'existence de pratiques racistes dans l'entreprise en matière de promotion, d'embauche. C'est confirmé. C'est une entreprise, c'est une étude commandée par l'entreprise elle-même. Et le cabinet, c'est le cabinet de Madame Nota, l'ancienne secrétaire générale de la CFDT. Donc les choses sont claires. Et aujourd'hui, Renault semble découvrir le fait qu'on l'accuse de pratiques discriminatoires dans son recrutement. Et moi, j'ai fourni mes premières armes à la direction du personnel ingénieur et cadre en 1985. Donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que, d'une certaine manière, je suis aussi astreint au secret professionnel, donc je ne peux pas tout dire. Mais je vois comment ça se passe quand vous êtes noir ou arabe et que vous envoyez un CV. Je sais quel sort est réservé à ce CV. Donc ce problème existe. Alors, plutôt que de voir les choses en face et les régler, eh bien, il y en a qui veulent se cacher derrière le petit doigt. Parce que, simplement, dès lors qu'on est noir, on voit le racisme partout. C'est comme si le racisme n'a jamais existé ou n'existe même pas. Donc maintenant, nous, on va essayer de se donner les moyens d'aller en avant. Et on le fera. Le temps que ça prendra, on le fera. Voilà, parce que nous accueillir ou nous recevoir derrière un rideau, moyennant la taille du chèque, et qu'on va accepter, non. Nous avons une décision, et cette décision doit être respectée. Et c'est ce que moi j'ai fait comprendre à Renault. Je lui ai dit, j'ai écrit. On ne court pas après l'argent. Même si dans une démocratie, la sanction, c'est la réparation. Mais il faut que les choses se fassent dans le droit, dans le respect du droit. Et qu'on ne vienne pas nous dire demain qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Les faits sont établis. Les faits sont établis. Et les faits sont établis de manière matérielle. Et on peut apporter toutes les preuves. Quand on prend la décision, par exemple, de la Cour d'appel de Paris, on regarde, on croit rêver. On croit rêver que des magistrats professionnels en arrivent à rédiger ce type de jugement. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et la Cour de cassation, qui aurait pu déjà se pencher sur les dysfonctionnements, a s'est protégée tout de suite, pourvoi non admis. Donc pour que nous, on s'intègre dans la République française, on fait des efforts, on fait des pas pour avancer. On nous met, nous les mêmes, qui nous ressemblons, on nous met de côté. Et demain, quand on va s'organiser, parce que vous regardez la salle, on s'organise pour se battre. Et on va dire demain, c'est du communautarisme. C'est du communautarisme, parce qu'on n'a pas le droit de se battre. Et pourtant, nous sommes exclus en raison de notre couleur de peau, de notre origine. Alors, qu'est-ce que les gens nous demandent de plus? On veut qu'on s'intègre. On a des formations. Moi, l'entreprise, pourquoi j'ai vécu tous ces problèmes de discrimination? Pour une raison simple. L'entreprise m'a demandé tout simplement d'arrêter de suivre ma formation de 3e cycle pour qu'il ne puisse pas me promouvoir au statut cadre. Parce qu'un noir ne peut pas faire partie de l'encadrement de l'entreprise. J'ai dit non. Et c'est ce non qui m'a valu ce traitement. Donc voilà, grosso modo, je suis disponible. Je passe la parole à mon ami Areski Amazouz, qui est le président des anciens travailleurs de Renault Île-Seguin, qui lui aussi a eu un parcours chaotique et qui pourrait faire un témoignage sur l'existence ou non des pratiques racistes dans cette entreprise. Bonjour à tous, et puis bon, merci pour c'est important ce que dit Laurent, parce que bon, on a travaillé dans une entreprise, lui chez les cadres, moi chez les ouvriers spécialisés en chaîne.
Mais les mêmes discriminations, finalement, nous les avons vécues, quel qu'elle soit le niveau de nos responsabilités dans l'usine ou de postes occupés. Effectivement, le racisme dans le travail a existé. On l'a dénoncé il y a longtemps. Les organisations syndicales ont écrit des tracts, toutes confondues chez Renault, pour dénoncer une discrimination professionnelle, salariale, voire raciale. Pourquoi? Parce que quand on arrivait chez Renault, on avait 21 ans, 22 ans, même si on avait un certain niveau niveau CAP au plus, au moins, mais au moins qui vous ouvre des portes pour aller vers des postes un peu plus élaborés. Eh ben non, on vous dit, vous restez à la chaîne parce que vous êtes destiné à faire ce travail répétitif à la chaîne. Donc déjà une forme de discrimination en direction de tous ces travailleurs qui sont venus des 4 continents, voire de 53 pays, qui se mélangeaient, qui se disaient bonjour pourtant dans toutes les langues, et qui faisaient le bonheur de l'entreprise parce qu'on produisait des produits qui se vendaient très bien, mais on n'était pas considéré comme, je ne sais pas, comme tout le monde qui pourrait accéder à des formations pour accéder à des postes un peu plus élaborés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, nous l'avons subi pendant, 44 ans. 44 ans d'entreprise et 44 ans de discrimination. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que j'étais syndicalement engagé et je dénonçais cette discrimination pratiquée par des agents de maîtrise, peut-être un peu, pourtant des fois ça nous arrivait ensemble de boire un coup, mais dès qu'il s'agissait de faire une demande pour faire une formation, ah non, on te dit toi non. Et voir des gens qui sont arrivés du continent africain avec un niveau assez quand même, comme Laurent, comme d'autres, Boubacar, mais il y en avait même un professeur d'université qui enseignait à Bamako. T'es arrivé chez Renault, on l'a mis sur un car, un transpaleteur. Quand il demande d'accéder à des postes de son niveau, ah non, on lui dit non, non. Et puis il y avait d'autres qui avaient, chez Renault par le combat, nous avons obtenu l'alphabétisation. Donc des gens qui sont allés jusqu'à l'obtention d'un CAP. Et puis quand il revenait de l'examen du CAP, le présenter à son chef d'atelier ou au cadre dans l'usine, lui dit voilà, maintenant j'ai mon diplôme, je peux aller faire autre chose. On lui dit non, mais c'est très bien, tu as réussi, tu as fait des efforts, c'est très bien, mais il n'y a pas de place pour toi. Donc tu restes travailler à la chaîne. Donc cette discrimination, nous l'avons dénoncée effectivement dans les années ça a duré, même une grève qui a duré quand même un peu plus d'un mois ou un peu moins d'un mois, en 81 en tous les cas, contre cette forme de rester ouvrier spécialisé à vie. Vous êtes condamné à vie à répéter les mêmes gestes à la chaîne, à monter la même pièce. Eh bien, cette grève, malheureusement, n'a pas... Bon, cette grève qui a été soutenue par la CGT, mais à la fin, on a dit, non, voilà, on a obtenu une augmentation de salaire, une polyvalence, voire une multivalence, mais qui ne vous donne aucune qualification. Peut-être il faut reprendre le travail. Nous, on n'a pas voulu reprendre le travail, mais bon, par une réunion qui s'est passée un dimanche soir, lundi matin, il y avait tous les agents de maîtrise et voire au-delà des agents de maîtrise qui sont venus dans l'île Seguin pour faire reprendre le travail, mais même si on avait résisté. Mais bon, pour vous dire que la discrimination, nous l'avons vécue. Moi, je suis arrivé, j'avais 21 ans, j'ai vu des gens qui travaillaient encore à 60 ans à la chaîne. À la chaîne, ils travaillaient, en équipe. C'est-à-dire une équipe du soir, l'équipe du matin. Une semaine le matin, une semaine le soir, et ainsi de suite. Ça tournait comme ça. Et quand je leur disais, mais comment on peut rester jusqu'à cet âge-là,
comme ça, sans bénéficier d'aucune formation, d'aucun plan de formation. Il dit, mais tu vas voir mon petit, hein, toi aussi tu vas subir la même chose. Parce que tu t'appelles Mohamed, comme la chanson dans Cabrel. En tous les cas, quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed, tu es destiné à faire des tâches subalternes, des tâches ingrates, etc. Rares. Il y en a, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, rares des gens qui sont sortis d'occuper un poste un peu plus élaboré dans un groupe quand même, à l'époque où j'étais arrivé, moi, il y avait quand même 38 000 salariés chez Renault. Ah, Billancourt, pardon. Renault, c'était un groupe qui a été jusqu'à 120 000 salariés. Hein. Donc, cette discrimination, ben, on l'a combattue. Moi, j'ai rejoint Laurent. Moi, j'ai commencé en 81 à me battre contre toutes ces injustices et toutes ces discriminations. Avec Laurent, on s'est rejoint ensuite dans son combat en 86 contre ce qu'il a raconté tout à l'heure. Et puis on a continué, mais bon, c'est que les syndicats, je l'ai dit tout à l'heure, ils écrivent sur les tracts oui, pour la formation des travailleurs ouvriers à la chaîne, etc., sur la base du volontariat, etc., mais quand on fait une grève, ben, on ne défendait pas vraiment ça. En 81, c'est pas ce qu'on a défendu. On a défendu une augmentation de salaire, et de la formation polyvalente, mais ça ne vous donne aucune qualification. Et puis bon, on est resté OS. Et moi, je suis parti à la retraite OS. Donc, je suis resté OS à vie. Et j'arrête là. L'accord de méthode qui a été chez Renault pour réparer les discriminations professionnelles et salariales, mais pas raciales. Ça s'appelait l'accord de méthode. Cet accord de méthode, dans un paragraphe, on dit que les travailleurs OS, ouvriers spécialisés, évoluent dans leur environnement. Ça veut dire dans leur environnement d'OS. Tu ne peux pas accéder à un poste d'ajusteur ou de tourneur ou de fraiseur ou de quoi que ce soit, même quand vous avez des diplômes. Et nous, avec Laurent, on l'a combattu, cet accord-là. On dit à la CGT surtout, nous, il ne faut pas signer parce qu'il le discrimine les plus discriminés. C'était les OS. Philippe Martinez, aujourd'hui, qui est secrétaire général de la CGT, il a signé. Il a signé cet accord. Et malgré nous, on a insisté avec Laurent. On a dit, il ne faut pas le signer parce qu'il faut changer au moins ce paragraphe. Et même là-dedans, on était discriminés. Voilà, les réparations a eu pour un certain nombre, mais bon, pas à la hauteur vraiment de la discrimination subie par ces travailleurs qui sont venus des 4 continents. Alors, moi, je continue à me battre, surtout pour la mémoire, parce qu'il faut transmettre cette mémoire de tous ces travailleurs qui sont venus d'ailleurs, qui se sont connus dans l'île Seguin, qui se disaient bonjour dans toutes les langues, qui se sont fraternisés, où on a créé des solidarités. Et effectivement, moi, je pense à une fille comme Eva Trivet, qui a mis en place l'alphabétisation des travailleurs immigrés. Elle est plus de ce monde-là, mais moi, elle m'a marqué, elle me marquera à vie. Je pense à un gars comme Roger Sylvain. Dommage, il était pas loin d'ici, mais il ne pouvait plus venir ici parce qu'il a 90 ans pour témoigner, mais il nous a aidés énormément dans nos combats, etc. Et puis après, bon, peut-être s'il y a des questions, on répondra tout à l'heure, mais bon, voilà. Oui, on va passer ensuite la parole à Robert Fopa qui nous a accompagnés au début et même jusqu'à maintenant dans ce combat-là. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et merci d'être venus nombreux, parce que c'est pas la quantité, c'est la qualité du public qui prévaut, puisque le message va être relayé. Donc je suis Robert Fopa, éducateur spécialisé, conseiller d'insertion et président de l'Association internationale Culture sans frontières. Et c'est vrai, nous avons accompagné Laurent Gabaroum depuis le début de son combat, parce que dans notre objectif, il y a une phrase qui dit que nous luttons, c'est-à-dire nous, l'Association internationale Culture sans frontières, lutte contre toute forme de discrimination. Discrimination à l'entreprise, bien sûr, mais discrimination au quotidien. Et quand nous parlons de discrimination au quotidien, l'Association internationale Culture sans frontières est un club de l'UNESCO. Et vous savez très bien que l'UNESCO, nous sommes inscrits avec l'UNESCO pour justement lutter contre toute cette forme de discrimination. Nous venons d'avoir une conférence avec Lilian Thuram, qui a donc, vous le saviez, qui a donc écrit un livre dans ce sens-là et qui a une fondation.
C'est dire que la discrimination n'est pas simplement dans l'entreprise, mais c'est au quotidien. Et en 2017, nous avons, avec les fédérations françaises des clubs de l'UNESCO, organisé toute une journée à l'occasion de mois de la discrimination au mois de mars, dans le quartier du 20e arrondissement, pour justement faire comprendre comment la discrimination se vit au quotidien. Même dans la rue, à l'école, partout. Et cela dit, une fois qu'on a identifié, n'est-ce pas, ces questions de discrimination, c'est vrai, Laurent l'a dit, la reconnaissance du gouvernement aujourd'hui, bon, c'est un fait. Mais pour que ça ne puisse pas être tout simplement un effet d'annonce, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est pas tout de dire que oui, on reconnaît. Parce qu'une fois qu'on a reconnu tout ça, comme disait mon camarade, c'est de dire, bon, le EOS, ils sont bien dans leur coin, ils vont le laisser là, les communautés sont bien, parce que, bon, mais non, il faut, le vivre ensemble, c'est ça. Le vivre ensemble, c'est une fois qu'on a identifié toutes les formes de discrimination, de quelque nature que ce soit, il faut donc accompagner cela par des mesures de sanctions, pas forcément des sanctions pécuniaires, pas forcément la sanction de reconnaissance, et que des structures soient mises en place d'accueil et d'écoute des personnes discriminées qui sont victimes de la discrimination, parce qu'il y a très peu de structures d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des personnes discriminées. C'est souvent les mêmes qui se retrouvent entre eux et qui vivent leur discrimination au quotidien. Et bon, c'est bien comme ça, quoi, parce que les Noirs entre eux, ils parlent de leurs problèmes, hein, c'est ça, et ainsi de suite. Non, le vivre ensemble, ça veut dire que même aussi les Blancs, hein, les Toubabs, ils sont aussi discriminés, hein, de temps en temps. Hein. Il faut voir aussi ça aussi. C'est un peu comme, je veux paraphraser quelqu'un que vous avez, ça fait la une des médias à l'époque, hein. Quand il était sorti d'un dîner, d'un dîner là, chez un des sous-ouvriers, on a dit, comment ça a été? Oh, c'était bon, sauf que il y avait des odeurs. Ben oui, la question d'odeur. Vous vous rappelez, non, de cette question d'odeur? Ben oui, la question d'odeur. L'odeur, c'est tout le monde, c'est tous les odeurs. Alors, nous, à l'Association internationale Culture sans frontières, avec tous nos partenaires, nous avons pensé que pour essayer d'identifier ces questions de discrimination, on peut peut-être inviter tout un chacun autour d'une table pour partager des recettes de cuisine, pour voir comment le couscous et puis le chou-fleur ou autre chose là, si ça se discrimine, si on les met tous ensemble sur une table, qui va discriminer qui? Et à partir de là, on peut essayer déjà de voir que la question de discrimination, en réalité, pour nous, c'est plutôt une question d'ignorance humaine. On ne sait pas, on s'ignore. Si on pouvait de temps en temps s'organiser et mettre en place des activités artistiques et culturelles pour se rencontrer et se connaître, on va peut-être diminuer. Je ne dirais pas que la discrimination ne va pas exister, mais ça peut peut-être être un moyen, pour ma part, efficace d'identifier, n'est-ce pas, les discriminants, ceux qui discriminent, parce que si j'invite quelqu'un à manger le taro et il ne vient pas, bon, forcément, je vais peut-être dire que, voilà, il n'est pas venu parce que, voilà. Bon, c'est ma façon à moi. Mais c'est aussi une autre façon de pallier à cette carence d'ignorance humaine. Je pense que je vais peut-être juste dire que tant qu'il y a des structures, comme je disais tout à l'heure, que c'est bien de reconnaître tout ça, mais si le gouvernement peut mettre en place des structures d'accueil, d'écoute, d'accompagnement des victimes de discrimination pour essayer que le mieux vivre ensemble ne soit pas simplement un discours politique, mais que ce soit un discours d'action et d'effet. Voilà, merci. Oui, mais je vais donner la parole à un blanc qui est discriminé aussi, et Norbert Gaudry.
Voilà. Face à Renault et dans ses actions en justice, notamment à la fois en France et par rapport à l'ONU. Donc on l'a soutenu parce qu'effectivement, moi-même, j'ai pu constater des relations entre les populations immigrées et Renault qui n'étaient pas très saines, si je puis dire. Je me souviens, par exemple, tout à l'heure, tu as parlé, Laurent, de Vigéo. Alors Vigéo, c'était une société d'audit qui faisait des audits sur la diversité. Alors tout type de diversité, que ce soit homme-femme, par l'âge, par genre, par origine, pour les handicapés, par exemple. Donc ils faisaient des audits chez Renault, sachant que d'ailleurs c'est une société, c'était Nicole Dotta effectivement qui gérait ça. Pour la petite histoire, il faut se rappeler que les principaux actionnaires de cette société d'audit, c'était justement les boîtes du CAC 40 qu'elle était censée auditer. Donc ça déjà, ça posait un problème. Mais je me souviens très bien que malgré ça, ils ont eu, suite à cet audit, des résultats qui nous ont surpris, justement, qui ont confirmé, comme tu le disais, des caractères discriminatoires dans tous les aspects de la diversité, aussi bien ethnique que dans les autres que j'ai cités tout à l'heure. Et je me souviens surtout d'une affaire où, à un moment donné, pour préparer cet audit, la direction de Renault, notamment les ressources humaines, avait demandé à ce que chaque organisation syndicale mandate 2 représentants pour participer à préparer un peu l'audit avec cette société Vigéo. Et à un moment donné, il s'est trouvé que je me suis dit, tiens, oui, parce qu'en fait, pour tout dire, j'avais mandaté 2 personnes qui correspondaient donc à ce que je pensais de la discrimination. Donc j'avais mandaté Laurent Gabaroum et un de nos collègues syndicaux qui était proche de nous, qui était sénégalais aussi. Et donc je les avais mandatés. Résultat des courses, les ressources humaines ont refusé ces mandatures sous prétexte que c'était pas des mandatures officielles, ils n'étaient pas délégués du personnel ou autre mandat officiel syndical, mais c'était un argutie pour les refuser. Et je me souviens que j'avais fait une réponse un peu humoristique, sachant qu'à l'époque, il faut savoir que à l'échelon national, il y avait donc une instance qui avait été organisée par le gouvernement, en nommant 2 personnes. C'était Anne Lauvergeon de chez Areva et Carlos Ghosn, qui étaient donc les représentants nationaux de la diversité. Et il se trouve que Anne Lauvergeon avait expliqué que dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, il y avait beaucoup trop de mâles blancs. Alors bien sûr, c'était l'idée aussi pour la diversité homme-femme, mais j'ai rebondi là-dessus en contestant d'ailleurs ce refus d'accepter les 2 mandatés qu'on avait indiqués, en leur expliquant que pour une fois que je mandatais 2 mâles noirs, c'était inadmissible de les refuser. Donc ce qui montre dans l'esprit de Renault déjà une intolérance. Bien sûr, ils avaient trop peur En plus, il y avait eu des organisations de forums qui avaient été faits par Renault, justement sur la diversité par Carlos Ghosn, donc ça allait quand même dans le bon sens. Et alors, j'avais mis pour information Carlos Ghosn, bien entendu, et on m'a fait le reproche, bien sûr, de manquer de respect, parce que j'avais pas adressé un courrier aux ressources humaines en mettant Carlos Ghosn en simple pour information. Ça se faisait pas, c'était inadmissible. Donc, enfin, ça c'est pour dire. Sinon, pour les accords de méthode, effectivement, le problème, c'est que beaucoup d'immigrés, forcément, travaillaient sans être réellement syndiqués ou alors de très loin. Et ces accords de méthode ne concernaient que les gens syndiqués. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immigrés, que ce soit nord-africains ou africains noirs, qui ont bénéficié de cet accord de méthode, mais historiquement, il faut se rappeler que c'est Peugeot Citroën qui avait... ils ont préparé cet accord avec la CGT d'ailleurs. Et bien sûr, l'idée derrière tout ça, c'était de réduire les coûts pour les entreprises, puisque en fait, ils s'apercevaient que quand il y avait des décisions de justice sur la discrimination, pas forcément ethnique, mais sur d'autres aspects, en général, la justice taxait très sérieusement les entreprises. Donc, ils ont trouvé ce système-là pour minorer les indemnités, en quelque sorte. Donc, la CGT, effectivement, comme tu disais, Ares Kamazouz, a appliqué ça aussi chez Renault dans ce but-là. Bon, néanmoins, on a quand même pu défendre des dossiers de syndicalistes immigrés, donc qui ont quand même bénéficié d'indemnités
ou alors ils n'auraient rien eu. Donc à la limite, c'était quand même non négligeable pour certains, parce que des fois, il y avait sur des années et des années, ça pouvait atteindre des montants quand même assez importants. Donc c'est vrai que c'était des éléments qui ont permis de satisfaire un petit peu certains, mais enfin, de toute façon, le problème de la reconnaissance, et effectivement c'est l'essentiel, c'est là qu'on s'aperçoit que quand on ne traite pas la reconnaissance d'une façon générale, et pas seulement, comme vous disiez, par l'argent, enfin, en fait, très vite, il y a un problème d'insertion qui se crée. Enfin, on se désolidarise, après on a tous les problèmes de communautarisme qu'on peut voir, donc ça a des conséquences non négligeable. Je suis en train de chercher, j'avais un autre cas dans la tête, mais du coup ça m'a échappé, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, il y avait comme ça des éléments qui démontraient quand même depuis longtemps. Oui, justement, l'accord de méthode, effectivement, tu as bien fait de rappeler que c'était très cloisonné, c'est-à-dire qu'un OS ne pouvait pas devenir professionnel, un État ne pouvait pas devenir cadre, malgré qu'on reconnaisse des discriminations avérées, quoi, et que Renault indemnisait néanmoins, mais tout en empêchant des requalifications professionnelles, ce qui était là aussi une forme de discrimination continue. Et donc, voilà, enfin, ce que je peux dire pour le moment, mais peut-être que j'aurai d'autres idées tout à l'heure. De la CGT aujourd'hui, vous me rappelez son nom? Philippe Martinez. Philippe Martinez, Ouais. Qui a une très belle moustache d'ailleurs, avait signé un document qui vous condamnait, vous, les immigrés, les travailleurs immigrés à l'époque. Était-il représentant syndical ou c'est autre chose dans l'entreprise à l'époque? Philippe Martinez, il travaillait à Billancourt. Il a travaillé dans l'île Seguin avec moi. Et ensuite, il a progressé, puis il s'est retrouvé syndicaliste. Et puis, il s'est retrouvé très vite responsable du comité de groupe syndicalement. Et il s'est retrouvé à Rueil. Donc, cet accord de méthode dont Norbert a parlé à l'instant, c'est effectivement parti de chez Peugeot. Mais chez Peugeot, les copains, ils ont attaqué au tribunal. Donc, ils ont gagné par la justice. Pas de négociation. Une fois la justice a condamné Peugeot, ils ont trouvé un accord et puis un terrain d'entente pour indemniser tous les délégués ou les militants syndicalistes sur la discrimination professionnelle salariale. Et voire requalifier tout ce qui est avant une recomposition, c'est ça? Je ne sais plus, Laurent, comment on dit. Voilà, une reconstitution de carrière. Alors à Billancourt, chez Renault en général, c'est Martinez qui a négocié cet accord. Moi, je suis pas contre. Le problème, c'est quand on lui dit, on insistait avec Laurent, que cet accord, il le discrimine les plus discriminés, les ouvriers à la chaîne et les ouvriers sur poste aux forges-fonderies et partout, parce qu'il y a un paragraphe qui dit que les OS évoluent dans leur environnement. Ça veut dire OS. Voilà, tu ne peux pas aller haut. Donc on lui a dit, ne signez pas cet accord-là, on va se battre comme les copains de chez Peugeot, et puis on verra. Martinez était représentant de la CGT au comité de groupe, donc il avait le pouvoir de signer ou pas signer un accord. Donc il a signé après avoir fait le tour peut-être des structures de la CGT du groupe Renault. Il est revenu vers nous pour nous dire que la majorité est d'accord pour signer. Et nous, on a fait avec Laurent un article dans Le Monde, c'était Annie Detto, qu'on avait signé dans le journal Le Monde pour dénoncer cet accord-là, parce qu'elle discrimine les plus discriminés. Voilà. Oui. Asdine, ancien Renault de Billancourt. Oui, j'ai bien compris ton parcours, ok. Depuis que tu as fait le grade de la fin, et puis tu m'as suivi, puis tout ce que tu as suivi jusqu'à maintenant. Maintenant, une question centrale qui se pose. Quelle issue tu vois à cette affaire? Si tu peux les voir, bien sûr.
Mais moi, je suis quelqu'un de très positif. Donc j'ai l'espoir que dès lors qu'il y a des hommes qui se donnent la main, on peut toujours se parler. Et donc nous, on a confiance que Renault, depuis la dernière décision, reviendra à de meilleurs sentiments. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Nous sommes des gens pacifiques. Dès lors que le droit est de notre côté, on va continuer à travailler avec l'ONU, puisque l'ONU ne nous a pas laissé tomber. Donc on va continuer. On va essayer de mener des actions à l'extérieur, en dehors de la France, pour que les gens soient au courant de la manière dont nous sommes traités, de la manière dont la France traite ses Noirs, pour que les choses soient claires. Parce que nous avons une décision de l'ONU. Cette décision, elle n'est pas française. Elle est internationale. Donc il n'y a pas de raison qu'on se calfeutre en France et qu'on ne dise rien. Ils sont les plus forts, ils sont les plus malins, ils feront ce qu'ils voudront. Pour l'unité du pays, pour la diversité du pays, chacun doit assumer ses responsabilités. Et nous, nous allons dans ce sens-là. Nous assumons les nôtres, et de manière pacifique. Il y a les voies pacifiques. Donc on empruntera ces voies pacifiques. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot de travers. On les respecte et on voudrait qu'ils nous respectent aussi, c'est tout. Et il y a, pour vivre dans une démocratie, la ligne de départage, c'est la loi. Il n'y a pas des gens qui sont au-dessus de la loi dans ce pays. Oui. J'avais une question concernant les actions de l'État français aujourd'hui sur le mainframe. Donc, effectivement, faire des audits sur les entreprises qui ne respectent pas, notamment la discrimination à l'embauche. À ton avis, qu'est-ce que ça donnera? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est très électoraliste. C'est tout ce combat là, amené par Macron notamment sur je dirais, le communautarisme, donc il a requalifié d'un autre terme séparatisme, je crois, de mémoire. Bon, est-ce que c'est que de la com, comme on l'a dit tout à l'heure? Comment toi tu peux caler ton action avec l'ONU, puisque là on s'aperçoit que c'est quand même l'État français qui est responsable, entre guillemets, vis-à-vis de l'ONU, puisque je me souviens bien, le problème de l'ONU, c'est qu'ils ont surtout contesté les décisions de justice pour une inversion du sens de la preuve, puisqu'en fait ils n'ont pas écouté ta saisine directe, mais par contre ils n'ont pas, Renault ne s'est pas justifié de sa discrimination envers toi, alors qu'on lui a donné raison pour te débuter. Donc ça montre un déni de justice, effectivement. Et ce déni de justice, est-ce que l'État français va en prendre vraiment la question en question, puisque sinon on restera dans l'hypocrisie totale gouvernementale, politicien et électoraliste, sans que ça débouche sur quoi que ce soit. Alors est-ce que tu as confiance quels sont tes moyens pour pousser l'État français à prendre ton affaire en main? Il ne faut pas oublier une chose. Le testing est inscrit dans le programme du président Macron en tant que candidat, quand il était candidat. Donc, il n'a fait que respecter sa promesse. Donc là, on peut lui faire confiance, puisqu'il a mis en œuvre une partie de son programme. L'objectif, faut-il lui faire confiance? Oui. D'emblée, on lui fait confiance. Nous plaçons notre confiance en des hommes, jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous, la seule chose que nous demandons aujourd'hui au président Macron, c'est quoi? C'est de s'approprier de notre dossier. Puisque c'est ce que l'ONU lui demande. Et la France est partie à la procédure. Donc il connaît le dossier. On n'a pas besoin de leur écrire ou de lui écrire pour lui demander d'interférer dans une procédure qui engage sa responsabilité. Parce que si on va à l'extérieur et qu'on saisit une juridiction ou mène des actions, cette action sera dirigée contre la France, contre la politique de la France, mais pas contre Renault, alors que c'est Renault qui nous discrimine.
Et ça, c'est la procédure qui est comme ça. C'est pas nous. Donc nous, en faisant cette action de communication, nous voulons appeler l'attention du gouvernement français en disant « Nous sommes des citoyens responsables. Nous ne voulons pas dévoyer à l'extérieur ou à l'étranger l'image de notre pays, ni l'image de notre propre entreprise. Donc nous demandons une chose, qu'ils nous appellent et qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve une solution. Dans le monde, quand les gens se font la guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. On se déclare la guerre, c'est pour ouvrir le dialogue. Donc nous, on leur tend la main. Ils ont la décision, ils ont l'arrêt. Nous sommes des juristes aussi, on sait analyser un texte juridique. Donc ils ne peuvent pas nous mener en bateau. On sait ce qu'on veut. Voilà, ils nous ont appris à lire et écrire. Donc malheureusement pour eux, aujourd'hui, on leur revendique des droits. Voilà, c'est parce qu'on nous dit que c'est la démocratie. Et donc la démocratie, c'est quoi? C'est le peuple, la voix du peuple. Et moi, j'ai un pincement au cœur quand chaque fois je vois que dans l'arrêt, on parle de la France, alors que c'est Renault qui nous discrimine.